Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Corail des Critics. Aujourd'hui on va parler du film F1 que je suis allé voir au cinéma. Alors pour commencer, je préfère vous dire tout de suite, je suis pas un grand fan de sport automobile. J'aime bien les émissions avec par exemple Gotham Garage. There it is. Louder. Nice. Dude, this little car with 440 horse is gonna get it. That's a monster, dude. Oh, yeah. Ou encore avec la Rust Valley. To try and turn my passion into profit. Restoring cars that the average person can afford. But it's... Où là c'est des modifications sur des voitures et ils en font des trucs incroyables. J'aime bien aussi les jeux de voitures comme Need for Speed par exemple. Welcome to the city of Fairhaven, home to the most intense street racing on the planet. 10 drivers rule these streets. Always on the run from the cops, they drive the best cars and dominate the city. Mais en vrai, depuis que je suis petit, j'ai déjà vu la Formule 1 et ça m'a jamais vraiment intéressé. Donc voilà, vous saurez dès le départ que ma critique ne sera pas biaisée par une forme de passion pour la Formule 1, que j'avais pas d'attente particulière envers ce film puisque je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'aurais pas forcément une critique objective sur les scènes liées à l'activité en Formule 1 par exemple. Même si je vais essayer quand même de pouvoir en parler un peu plus tard. Tout d'abord, c'est un truc que je trouve sur pas mal de films que je regarde aujourd'hui, c'est que j'évite de regarder les bandes annonces. Ou très peu, vraiment genre une qui passe comme ça, si elle est pas très longue je la regarde, si c'est trop long je regarde pas, parce que souvent ça te spoil beaucoup trop de choses. Donc pour le coup j'ai dû juste voir quelques petites scènes lorsque j'étais au cinéma et je m'étais dit tiens faudrait que j'aille le voir, mais qu'est-ce qui m'a attiré le plus? Soyons totalement honnêtes, c'était parce qu'il y avait Brad Pitt à l'intérieur. Moi je suis un grand fan de ce qu'il a fait dans plein d'autres films, donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à penser que quand il joue dedans, c'est une valeur sûre. Naîtra la gloire, mon fils. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Et honnêtement, je pense que si ça n'avait pas été lui, si ça avait été quelqu'un de beaucoup moins connu, je serais sûrement passé à côté de ce film. Bref, après cette introduction un peu longue, voyons un petit peu qu'est-ce que j'ai pensé en toute sincérité de ce film. Et ben pour être honnête, je suis sorti ravi de ce film, vraiment. Alors il y a deux autres critiques qui sont prévues et qui datent d'avant en fait finalement, que j'aurais dû tourner déjà il y a quelques temps avec ma compagne notamment, où je suis sorti plutôt déçu. Donc là j'étais vraiment ravi, donc c'est important de le dire. J'étais agréablement surpris, sachant que c'était un film dont j'attendais pas grand chose. J'étais agréablement surpris par l'intensité du film, par le fait qu'il y ait quand même, je trouve, pas mal d'action, et par le fait que je l'ai pas trouvé long du tout. Alors oui, magie du montage, je suis revenu sous un autre outfit, mais c'est surtout que j'avais trop mal aux yeux pour ne pas mettre mes lunettes, même si on m'avait déjà reproché quelquefois qu'on voit l'anneau à travers les lunettes. Il y a une longue scène notamment en vue immersive dans la voiture, et ben tu la ressens pas comme longue. Comme moi, je l'ai pas ressenti comme une scène qui est longue et lente. Au contraire, t'es happé par la course. Et en fait, si j'ai adoré cette scène-là, c'est parce qu'elle était intense en fait. Parce qu'on est à la place du pilote et franchement, c'est hyper immersif. Je pense que ça aurait pu même être, peut-être, parce que je l'ai vu qu'en 2D moi, mais peut-être que ça aurait été plus intense encore si je l'avais vu en 3D ou en Screen X. Donc comme d'habitude, on va faire une partie no spoil, puis une partie spoil. Il faut qu'on sorte une machine de guerre. Alors pour la partie no spoil, on va faire assez simple. En fait, l'histoire, c'est Brad Pitt qui joue Sonny Hayes, un ancien pilote de Formule 1 qui s'est planté des années en arrière. Et du coup, il a arrêté sa carrière. Enfin depuis, il parcourt le monde tout en cherchant quand même à faire des courses de voitures, mais de toutes sortes de courses de voitures différentes. Dans la première course où on le suit, il est à Daytona, où c'est une course de 24 heures. Et on voit qu'il fait juste un passage, donc il est l'un des 3 pilotes. Il prend la voiture et passe premier, puis laisse au suivant, en lui demandant bien de ne pas perdre la place. Son écurie gagne, tout le monde est heureux, lui son contrat est fini, et ben il s'en va. Et ça, et ben c'est la vie de Sonny Hayes, le personnage interprété par Brad Pitt. Jusqu'à ce qu'un ancien pilote vienne le voir, son ami Ruben. Il possède une écurie de F1, mais son écurie est très mal en point. Il a notamment une énorme dette et il a besoin de lui pour espérer au moins une victoire
et pouvoir rester PDG de l'écurie. Alors Hayes, c'est un pilote assez fou, il prend beaucoup de risques, un peu comme Maverick avec les avions de chasse par exemple. C'est un mec qui prend beaucoup de risques, certes, mais il le fait pour gagner, il le fait pour réussir. Et donc ça fait une trentaine d'années qu'il a arrêté d'être pilote de F1, et là, il y retourne pour son ami. Dans l'équipe, en fait, le numéro 1 est parti. C'est pour ça que Ruben est parti chercher Hayes pour remplacer son numéro 1. Le numéro 2, c'est un rookie. C'est un jeune qui vient d'arriver dans le monde de la F1. Mais qui a du talent. Donc lui, il ne veut pas perdre sa place. Et il ne veut pas que l'écurie coule. Car sinon, il pourrait perdre son poste en plus. Et là, il voit ce vieux briscard arriver, il n'a pas envie de se faire griller la place de numéro 1 qui vient tout juste d'acquérir. Ça me fait un petit peu penser à Cars, où il y a Flash McQueen et Doc Hudson. Et où notamment, Doc Hudson lui fait un défi. Lorsqu'il lui donne un conseil pour bien prendre son virage, Flash lui répond « Je vous remercie beaucoup !» Ou plutôt non, je vous remercie pas, puisque chez vous, apparemment, quand on dit oui, ça veut dire non. Gâteux, complètement gâteux, n'importe quoi. Et il part tout seul et il se plante, parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. Joshua Pierce, c'est pas un fou du tout. C'est un mec qui respecte bien les consignes et ce que les coachs lui disent. Il fait attention et il se contente d'être à la place qu'il a. Il n'est pas imprévisible comme peut l'être Sonny par exemple. Encore là, je trouve qu'on peut comparer avec Cars. C'est-à-dire que Flash, c'est le rookie qui est là pour poser avec les photos, qui fait le show, qui fait ce genre de choses-là. Et en fait, Joshua Pierce, c'est exactement ça. C'est le jeune rookie qui veut faire les photos, qui veut bien se montrer, qui veut démontrer à tout le monde qu'il a du talent et qui veut garder une place en F1. De l'autre côté, tu as le vieux qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui n'a pas vraiment envie d'être dans la lumière. Du coup, on a cette espèce de duo qui se forme et se déforme au fur et à mesure du film. Parce qu'ils ont chacun leur objectif et qui mènent chacun leur barque eux-mêmes. Normalement, une équipe doit s'entraider et au départ, c'est pas du tout ça. Voilà un peu le contexte dans lequel on arrive quand le film débute vraiment. On va pas rentrer dans les détails, en gros, à partir de là, les scènes s'intensifient, il y a plus de rythme et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de temps mort. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Même dans les temps un peu plus souples, un peu plus posés, tu t'endors pas, quoi. Il n'y a pas de moment d'ennui ou de moment mou. Du coup, très très bonne surprise et c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas. C'est peut-être un peu bizarre à dire comme ça, mais je trouve que c'est un film où il y avait quand même beaucoup d'action. Alors évidemment, pas de l'action où ça pète dans tous les sens et où ça tire à tout va. Mais de l'action dans le sens où il se passe toujours des choses, quoi. Un des trucs sur lequel je veux revenir, par exemple, c'est un peu ça qui, moi, me dérange quand je regarde la F1 d'une manière générale, au peu que je l'ai pu la regarder, c'est qu'il y a énormément de tours et qu'il se passe pas forcément quelque chose à tous les tours. Ça peut arriver par moment, comme ça peut ne pas arriver du tout, et au final, tu vois juste des voitures qui s'enchaînent et qui font le tour. Là, tu as des moments où, par exemple, tu vois ce qui se passe au démarrage. La plupart du temps, tu vois le début d'ailleurs. Et puis, tu vois 40 tours plus tard. Et tu vois que là, il commence à se passer un truc. Et ben ça rythme à fond le film. Et ça, pour moi, c'est primordial dans ce genre de film où tu t'attends à ne pas t'ennuyer. Où tu attends de ne pas avoir de ventre mou. Où tu commences à lâcher le film. Donc pas du tout déçu de ce côté-là, vraiment. Si je peux les glisser comme ça, il y a deux scènes qui m'ont vraiment impacté. Je les ai trouvées hyper marquantes et encore aujourd'hui, je les revois dans mon esprit. Et sur ces deux scènes, en tout cas, il y en a une où je suis sûr qu'il n'y a pas de musique. L'autre, je suis pas certain à 100%. Mais c'est un truc qui m'a troublé vraiment, par contre. C'est que normalement, dans tous les films, toutes les œuvres en fait vidéo, la musique est super importante pour la scène en question. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où la musique a été changée et où ça change un peu tout l'univers de ce que la vidéo en question montre.
Je me rappelle notamment d'une vidéo, Harry Potter, où ils ont changé la musique de fond et on a plus l'impression qu'en fait Drago Malfoy se rapproche d'Harry par amitié que en fait par méchanceté. Et bah là pour le coup les deux scènes dont je vous parle elles sont pas de musique. En tout cas la première c'est certain, la deuxième j'ai un petit doute, peut-être une toute petite musique de fond, mais je suis même pas sûr. Et pourtant elles étaient hyper marquantes. Le fait qu'il n'y ait pas de son, c'était un truc de fou. Et pour le coup, la première scène où c'est sûr qu'il n'y a pas de son, elle avait un impact énorme, à tel point que moi non seulement ça m'a abasourdi, mais je pense que tous les gens dans le cinéma étaient abasourdis, tellement il y avait un silence dans toute la salle. Il n'y a pas un bruit, pas un toussement, rien du tout. C'était vraiment, tout le monde était là, waouh. Et j'ai trouvé ça ouf, et c'était peut-être même encore plus prenant de savoir que tout le monde était abasourdi. Et la seconde scène, elle est un peu longue, mais justement, en fait, elle te met dans une espèce de transe qui fait que tu suis le truc. Et t'as pas besoin de musique. Je m'attendais pas du tout à ressentir des trucs comme ça en allant voir ce film d'ailleurs. Et là j'en cite que 2 parce qu'il y avait cette histoire de musique qui m'a marqué, mais tout le film était super bien en fait. Et si je peux me permettre, il y a un truc que j'ai remarqué dans beaucoup de films et de plus en plus dans les séries, c'est pareil aussi, c'est très mis en avant. Je me rappelle plus exactement comment ça se passait quand j'étais gosse. Je sais que oui, il y avait souvent des femmes qui étaient topless et qu'on pouvait les voir, parfois même totalement nues. Quand on voyait aussi des scènes où l'homme arrivait dans le lit, ou partait du lit, etc. Totalement nu. Surtout dans les films français d'ailleurs. Insoutenable. Monsieur ? De l'amour. Patron, oui, si vous saviez comme je vous aime. Après on avait les petites scènes d'amour, les romances, les bisous, etc. Il n'y avait pas vraiment de scène de sexe ou de passage à l'acte réel. Chose qui au contraire se démocratise de plus en plus et qui est ultra présent je trouve. Et que personnellement je trouve pas nécessaire. Je veux dire, tu vois la scène où ils commencent à s'embrasser, où ils commencent à se déshabiller, fou, tu passes sur une autre scène, on a très bien compris ce qui était en train d'arriver. T'as pas besoin de le voir pour comprendre. Et ben là j'étais très content de voir que oui, il y a une histoire de romance dans le film et que on a ce type de scène, c'est-à-dire qu'on les voit s'embrasser, on voit qu'ils commencent à partir vers la chambre et paf, on le voit se lever du lit le lendemain matin. Et bah pour moi c'était largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus, on a très bien compris ce qu'ils étaient en train de faire. Je vais la piloter, cette... Et j'aimerais bien qu'on ait plus ça dans les films que des vrais sexes de scènes dures, etc. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir plus de scènes explicites. Je veux dire, tu veux des scènes comme ça, t'as des sites spécialisés pour. Voilà pour la petite aparté. Je vais en faire une deuxième petite juste avant de passer en partie spoil parce que ça me paraissait important. Mais je pense que Donald Renew s'est fait un plaisir maximum sur ce film. Parce qu'on l'entend en tant que commentateur et parfois en tant que journaliste qui pose une interview. Et ça tout au long du film. Je pense qu'il s'est fait un kiff de ouf parce que si vous le suivez sur YouTube, vous savez qu'il a une chaîne, bon il a la stream VF, mais il a aussi une partie sur les sports automobiles. J'ai essayé de regarder, mais malheureusement vu que je suis pas un grand fan, j'ai pas réussi à accrocher. Pardon Donald. Notre histoire a changé le monde. C'est vrai que ça m'intéresse moins, mais pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à y aller, ça a l'air d'être extrêmement qualitatif. Donc pour en revenir à ça, lui il avait une petite voix comme ça qui passait assez bien, mais je l'ai reconnu tout de suite à l'oreille et donc du coup je me suis dit il a dû vraiment adorer d'avoir ce passage là dans le film. Alors c'est pas la seule voix qu'on entend, hein. Il y a notamment la voix d'un personnage secondaire qui fait partie de l'équipe, c'est Alexandre Gillet que vous connaissez en tant que Captain America ou encore Gustave dans Clair Obscur. Tony, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que vous avez trouvé ce cube. Pour ceux qui viendront après. Yeah. Mais on l'entend quand même assez souvent puisqu'il est dans l'oreille de Sony. Et puis dans les rôles principaux, on a bien entendu Jean-Pierre Michael qui joue Brad Pitt comme d'habitude. Mortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! Dans le rôle de Ruben, il y a Jérôme Covillo qui a notamment pu doubler Wolverine dans Deadpool 3. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Ou encore, pour ceux qui ont joué à Cyberpunk 2077, Jackie Wales. Ah, putain de sa mère, un peu qui vont y rester. Damon Idris, ou Joshua Pierce, est doublé par Duke Koma. Il y a un nouveau. Il est vieux,
Il est con, mais il roule vite. En tant que Finn dans Star Wars, Adonis Creed dans Creed. Je suis son fils. Je veux voir avec vous si vous voulez me coacher. Irene Condon, elle, est doublée par Olivia Luccioni, connue entre autres pour la voix de Hannah Bates dans Downton Abbey, ou encore Ahsoka Tano dans les séries animées comme Clone Wars ou Star Wars Rebels. D'accord, j'accepte de t'aider. Mais réponds avant tout à une question. Ce ne serait pas la première fois. Je suis contente d'avoir été une source d'anticipation. Voilà pour la petite VF que j'ai remarqué, je me rappelle plus de tous les autres mais je vous les mettrai en description. Maintenant on va passer à la partie spoil. Ta dernière victoire c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon, je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. Donc pour la partie spoil, je vais développer les deux scènes dont je viens de parler. C'est-à-dire la scène blanche, la scène où il n'y a pas de musique. C'est la fameuse scène où Pierce se plante parce qu'il n'a pas écouté Sony et que sa voiture s'enflamme et qu'on le voit en train de cramer à l'intérieur. Et Pierce se plante parce qu'il n'écoute pas Sony, parce que il veut en faire qu'à sa tête. Il se dit j'ai une opportunité, il faut que je la saisisse, et la prend, et au final ça donne un plantage monumental. Et je pense que comme toutes les personnes dans la salle, j'étais là, oh putain ils ont tué Pierce, oh non c'est pas possible. Et t'es comme ça et tu regardes la voiture en flammes et tu te dis allez s'il vous plaît faites qu'il sorte vivant, et en même temps tu dis c'est pas possible, enfin, la voiture elle est littéralement en flammes totalement. D'ailleurs quand Sony le sort c'est pareil, je me dis mais en vrai techniquement est-ce que tu as le droit de faire ça? Enfin oui c'est pour lui sauver la vie, hein, je comprends et c'est normal, mais combien de fois j'ai entendu des gens qui avaient pu se planter que au moment où en fait des bons samaritains ont voulu les aider à se dégager de la voiture, de la moto, etc. Au final ont aggravé leurs blessures. Donc on est toujours dans ce truc où j'étais là où à me dire mais non mais c'est pas possible, ils n'ont pas tué, c'est pas possible. Et je pense que tout le monde était sous le choc aussi dans la salle et c'était vraiment très impactant et au final beaucoup plus de peur que de mal. D'ailleurs j'étais un peu choqué qu'il n'y ait que ses mains qui aient brûlé, mais pourquoi pas. Après tout les combinaisons sont il me semble bien faites pour les protéger au maximum, donc je peux comprendre qu'il y a eu si peu de dégâts, même si je pense que vu le temps qu'il y est resté, ça aurait pu être, si tu pars sur l'aspect réel, beaucoup plus grave. Et le fait comme ça que t'es là à te demander si vraiment ils l'ont tué ou pas, c'était hyper impactant et je trouve que c'est une scène qui est vraiment mémorable. Et je pense que, mine de rien, le fait que toute la salle était en silence total, ça la rend encore plus mémorable parce que tu vois que t'es pas le seul à t'inquiéter pour lui. Tout le monde est sous le choc. Et du coup, la deuxième scène, c'est la scène finale où Brad Pitt fait la course et on va dire qu'il rentre dans la zone. C'est un truc que vous avez peut-être pu déjà entendre si vous regardez Kuroko's Basket. Bien joué! Il contre-attaque! Non, pas ça! Kotaro, arrête-le! Vas-y, Kagami, fonce! T'arrêtes pas! Et c'est aussi des trucs qu'on a pu entendre de la part d'autres sportifs, notamment de Lewis Hamilton. Et en fait, t'es dans une espèce de bulle où tout te réussit et où tu arrives à tout faire exactement comme il faut. Ça marche aussi pour des joueurs de foot ou des sportifs de quel que soit le niveau. Mais là, pour le coup, ça veut dire qu'en fait, tu tournes toujours au bon moment. Tu arrives toujours, en fait, t'es à ton prime. Et c'est un truc tellement immersif que je comprends qu'il n'y ait pas de musique, parce qu'en fait c'est vraiment comme si tu obstruais tout le reste autour de toi et que la seule chose que tu vis c'est le moment présent, c'est le moment où tu réussis tout et t'es pas en mode putain c'est incroyable je réussis tout. Non en fait t'es dans le truc, tu fais, voilà, et donc il n'y a que ça qui se passe. Je sais que on entend la musique du moteur et c'est normal en fait pour que ce soit hyper immersif, il faut que tu entendes le moteur, mais il me semble pas qu'il y ait une musique de fond. Je crois qu'il y a que le bruit du moteur et la voiture qui roule. Et t'es en vue comme si c'est toi qui pilotes quoi. C'est pour ça que je disais autant en 3D et en Screen X c'est encore plus immersif. Mais cette scène là était vraiment impactante. Et puis mine de rien,
Il y avait ce passage-là aussi où, contrairement à plein de films où tu sais que de toute façon il va s'en sortir, tu sais que de toute façon il va gagner, tu sais que voilà. Bah là, pour le coup, j'étais pas sûr à 100% qu'il allait gagner ou qu'il allait réussir à être premier. J'étais pas sûr qu'il y ait une happy end au film. J'étais pas sûr que ça allait forcément bien se finir sur une victoire. Donc j'étais quand même un peu en stress, en mode j'espère qu'il va y arriver, allez, etc. Enfin voilà, je sais pas expliquer exactement pourquoi j'avais cette espèce de sentiment là où j'étais pas sûr d'une happy end. Je veux dire, il y a des tas de films où tu sais très bien que ça va bien se finir, donc tu t'attends pas à grand chose du film parce que tu sais qu'il va bien se finir. Celui-là non, j'étais stressé parce que j'étais pas sûr qu'il finisse bien. Après c'est peut-être aussi parce que pendant la course on voit qu'il a des petits problèmes, il a la vue qui se brouille, ce genre de choses, donc peut-être que c'était ça, je sais pas. Mais du coup ça a rajouté un peu d'intensité dans la scène, et du coup je trouvais que c'était une scène hyper importante, hyper impactante. C'est pas la seule évidemment, il y a plein de trucs. La scène notamment avant l'accident de Pierce, et en fait t'es à fond dans le truc, parce que tu vois ce que Sonny fait pour aider Pierce, tu vois que Pierce il grappille des places de petit à petit, et du coup t'es à fond en mode ouais faut qu'il y arrive et tout machin. Donc en fait il y a plein de scènes comme ça tout au long du film qui sont vraiment géniales, et j'ai trouvé que c'était intense, ouais, c'est ce que je disais par rapport au fait qu'il y avait de l'action, et puis en termes t'as pas de blessure, t'es pas triste. Moi en tout cas j'ai pas sentiment de tristesse, mais par contre t'es dans l'expectative quoi, t'es ouais allez faut qu'il y arrive machin, voilà, t'es rarement déçu je trouve. Alors après pour la partie technique et la partie un peu plus réaliste du film, on va dire, moi j'y suis allé avec mon frère qui lui est un fan de sport automobile et notamment un fan de Formule 1. Donc je me suis permis de lui poser des questions après le film pour savoir si ça ou ça c'était possible, si ça ou ça c'était réaliste, etc. Parce qu'il y a par exemple des moments où les voitures se touchent, où les pneus se touchent, et je lui disais mais c'est autorisé ça Donc en fait à partir du moment où c'est accidentel, oui, mais volontairement, ils n'ont pas le droit. Sauf que là, techniquement, il n'y a pas vraiment de volonté de faire du mal, même s'il y a des petits moments où il y a des choses qui sont faites de manière volontaire. Les moments notamment où Sonny il fait exprès de casser un bout de l'aileron avant pour faire venir la safety car et que ça empêche tout le monde d'avancer pour faire gagner du temps à Pierce. Voilà, toutes ces petites manigances, tous ces petits subterfuges qu'il utilise, ils sont pas vraiment autorisés, mais en fait rien n'empêche de faire ça, c'est juste pas éthique. Et puis surtout, on verra après, mais ça cause d'autres problèmes, mais d'une manière générale, les coureurs ne font pas ça, parce que ça leur apporte rien. Sauf que là dans le film, il le fait pour grappiller des places pour Pierce notamment, parce que lui du coup il perd du temps, mais c'est pas grave, il fait perdre du temps aux autres aussi, mais en soi c'est pas illégal, c'est possible, mais réellement il y a peu de chances que ça se fasse, voire quasi nul. Mais voilà, par contre, vu ce que ça coûte, parce que les réparations des bagnoles et même juste changer un aileron, ça coûte une blinde en fait. Je pense pas qu'une écurie te laisse faire ça, très concrètement et très honnêtement. Parce qu'en plus, tout au long du film, vu qu'on est en partie spoil de toute façon, c'est que soit vous l'avez vu, soit vous voulez voir ce qui est hyper intéressant dans le film, il y a des tas de moments où en fait, il a un pneu qui crève, il a un aileron qui casse, parce qu'une autre voiture le touche, hein. C'est pas parce que lui il fait exprès de le casser, enfin techniquement il pousse l'autre à lui casser l'aileron. Il y a plein de choses comme ça où en fait il remplace les pièces, mais en fait c'est super cher ce genre de pièces. Et au début d'ailleurs il y a un petit passage où il y a un gars de l'équipe qui a ses enfants qui arrivent, et puis il y a un de ses gamins qui rentre dans la Formule 1, et puis je crois que c'est Pierce, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre de l'équipe, qui dit que c'est un jouet à plus d'1 million de dollars, et donc du coup tu sais que la voiture est déjà extrêmement chère et que forcément le reste aussi. Et du coup quand tu te dis que techniquement Ruben il vient chercher Hayes en lui disant je suis endetté et j'ai absolument besoin de toi pour pouvoir faire une victoire, un truc genre 300 millions de dollars de dette quoi,
et que derrière t'as Hayes qui lui pète plein de bagnoles et plein de morceaux de voitures. Parce qu'il en pète plein, mais à la filée, hein. Tu te dis vraiment, ils peuvent faire ça, ils ont les moyens pour faire ça, alors qu'ils sont censés être endettés comme pas permis. Parce qu'il y a plusieurs voitures qui sont éclatées, hein. Il y a plusieurs bagnoles qui sont pétées nettement ou cramées, par Pierce notamment. La toute première, c'est celle en test par Hayes, où elle se fait éclater la gueule. Alors, peut-être qu'ils peuvent en réparer une partie, et du coup, ils n'ont pas besoin de changer toute la voiture, mais enfin... Elle finit quand même dans un sale état. Il y en a une autre où c'est Hayes qui pète sa voiture. Il y en a une autre où ils sont tous les deux à casser leur voiture. Plus la course où il casse plusieurs fois ses ailerons, son pneu, etc. Enfin, du coup, ça coûte une blinde. Et ça coûte une blinde à l'écurie. Donc, à celle qui est déjà endettée. Mais ils le font quand même, alors qu'à la base, ils doivent juste remporter une course pour éviter que Ruben ne soit plus l'actionnaire majoritaire ou président directeur général de l'écurie, je sais plus. J'ai trouvé ça fou et je suis pas certain qu'une écurie te laisserait vraiment faire ça. Je pense même que c'est impossible. Ça te coûterait beaucoup trop cher pour... Ça te coûterait beaucoup trop cher, surtout quand tu vois qu'en fait, ils terminent bas de tableau à chaque fois. Sauf à quelques moments où ils commencent à monter un petit peu et que vers la fin ils ont une chance d'être premiers. Ils seront pas champions, ils seront juste premiers sur une course. Je pense que vous avez déjà fait Mario Kart. Si vous arrivez premier sur une course et que tous les autres vous faites de la merde, vous n'êtes pas champion. C'est ceux qui ont été au plus haut au classement à chaque fois qui remportent la coupe. Alors là, du coup ils font tout ça pour avoir une fois gagné une course. Et en termes de rentabilité, ça vaut clairement pas le coup. C'est vraiment quelque chose qui rajoute de l'action en fait, qui te rajoute du stress, du suspense, etc. Donc forcément, ça a un biais pour le film qui est vraiment important et impactant. Et d'un point de vue réel, ça me paraît totalement irréel. Ensuite, il y a un deuxième problème qui arrive sur la toute dernière course. Normalement, Hayes est viré. Il peut pas reprendre la course comme ça et les deux pilotes sont déjà désignés. Ça, c'est mon frère qui me l'a dit. Ça serait possible en IndyCar de changer de pilote au dernier moment, mais normalement en Formule 1 c'est déjà attitré, tu peux pas le changer comme ça. Donc là dans le film, il le change à la fin, finalement c'est Hayes qui prend la place du troisième pilote et qui va piloter celle qu'il a toujours eu depuis le début. C'est un détail, mais voilà, ça faisait partie des trucs que mon frère m'avait dit, que je me disais que c'était important de mettre en avant par rapport à ce qui est réel ou pas. Une autre chose qui me choque, c'est qu'on sait que Hayes il a un gros problème de dos. Il peut finir paraplégique s'il prend un choc trop important, qu'il peut perdre la vue, pareil, s'il prend un choc trop important. Et à la fin du film, toute fin, hein, c'est la scène finale, tu le vois qui prend une sorte de 4x4 dans le Mexique, et il fait des bonds comme ça sur les dunes. Mais mec, en toute sincérité, en sachant les problèmes de Docta, la moindre bosse, elle va te démonter. Donc ça, c'est pas logique, c'est pas réaliste en fait. Avec le problème de dos qu'il a, c'est impossible qu'il fasse ça. Mais bref, je pense que Brad Pitt a kiffé cette scène. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment lui qui conduit, puisqu'en fait, il est en train de conduire un 4x4 dans des dunes. Il est tout seul, il n'y a pas d'autre pilote, il n'y a rien. Donc pour le coup, il pouvait le laisser conduire. Et on a une espèce de caméra qui tourne comme ça avec lui dedans où on voit que c'est lui. Je pense qu'il s'est fait un kiff, il a pris la voiture, il a roulé et ils l'ont tourné comme ça. Voilà, j'ai pas trop envie de dire tout ce qui se passe dans le film non plus, il était vraiment bien, il y a beaucoup de scènes qui sont impactantes, il y a la relation entre Hayes et Pierce qui pour moi est vraiment bien mis en termes de jeu, où tu as le vieux Briscard, le jeune qui veut briller, où tu as justement leur apprentissage, parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de faire. Tu vois que par exemple, ça on peut le comparer aussi à Cars 3, mais où tu vois que le rookie il utilise la nouvelle technologie pour s'entraîner, pour s'entraîner personnellement, mais aussi pour s'entraîner en voiture, et tu vois que Hayes il a des vieilles techniques pour faire travailler son physique personnel, et du coup tu vois que c'est pas la même méthode et que finalement le rookie vient apprendre la même méthode que Sonny, quoi. Ce qu'on peut se dire, si à la limite, c'est que tu vois la romance arriver, mais
C'est pas non plus hyper important dans le film, sincèrement, il y a plusieurs scènes qui tournent autour de ça, mais ce qui est bien, c'est que le film tourne pas autour de ça. C'est un petit aparté à côté, et bah, ça passe bien, quoi. Ça ralentit pas le rythme, ça bloque rien dans l'histoire, et c'est très bien comme ça. C'est un petit passage à côté, ça donne juste, on va dire, une relation à Sonny en dehors de son ami Ruben. On voit aussi qu'il séduit une femme et qu'il finit par être avec cette femme. De l'autre côté, on a Pierce qui a une relation forte avec sa mère et son cousin, donc ils ont chacun un petit peu leur petit monde avec leurs relations qui leur sont propres. Et voilà, je pensais que Pierce sortirait sûrement avec la jeune Pit Stop. Mais finalement, il n'y a rien qui est mis vraiment en avant là-dessus et c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont dit que ça ralentirait trop le rythme et que c'était pas hyper important, donc ils l'ont pas mis. Mais je pense qu'il y a une espèce de petite romance qui se fait secrètement là-dessus et c'est pas hyper important, mais voilà, ça fait partie des trucs du film. Voilà, moi je vous conseille fortement d'aller le voir, même si c'est pas forcément au ciné. Je sais pas si ce sera aussi intense que ça avait pu l'être pour moi au cinéma, mais en tout cas, c'est un très bon film et c'est un très bon choix. En tout cas, moi, je vous le conseille fortement. Je finirai juste sur un petit truc. Je pense qu'il y a beaucoup de noms et de personnes connues pour tous les fans de sport automobile, notamment de F1. Il y a pas mal de petits passages de présidents d'écuries ou de pilotes, tout simplement. On peut voir, par exemple, Lewis Hamilton. Il y a des pilotes qui ont changé d'écurie, il y en a d'autres qui sont peut-être plus là d'ailleurs. Voilà, c'est une excellente expérience, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas fan de Formule 1. Et ça peut être quelque chose de vraiment bien pour ceux qui le sont, au contraire, parce qu'ils verront beaucoup d'aspects liés à la Formule 1. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous serez nombreux à commenter sous cette vidéo de ce que vous avez pu penser, vous, du film, ou de si vous allez le voir ou pas. N'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas par exemple à me dire ce que vous avez plus aimé ou moins aimé dans ce film. A bientôt pour d'autres critiques, c'était Kouraï, ciao.